J'ai beau avoir dessiné au fil du temps beaucoup de voitures, des avions, des trains, des hydravions, des draisines, des bicyclettes, des triporteurs. Tout le monde me dit toujours: Ah, elles sont bien, vos femmes, elles sont bien habillées. Ah, la mode, quand même, ça compte beaucoup. C'est vrai que ça compte beaucoup, mais au même titre que d'autres choses comme l'architecture, le mobilier urbain. Mais n'empêche que je suis un peu cataloguée dessinatrice qui aime les robes. Quand on a vu apparaître son travail dans les années 70 et 80, avec Claire Bretéché, vous arriviez dans un monde excessivement masculin. Pendant de longues années, vous avez construit plein d'aventures, de rencontres et des personnages charmants, surprenants, des femmes avec des personnalités assez fortes. Et c'est tout cet univers que je vous invite à découvrir en compagnie de Claire Bretéché. En compagnie d'Annie Guelzinger. Vous voyez, toutes les deux, vous êtes vraiment associées dans mon esprit, indissociable, pardonnez-moi. Curieusement, j'ai tout à coup un public plus adolescent autour de Marie-Antoinette, que j'ai fait avec Rodolphe l'année dernière. Marie-Antoinette, c'est un personnage qui est contesté mais qui fascine. Et puis il y a le côté jolie robe, 18e, voilà. Donc j'ai le public des mamans et des fillettes. Mais ce qui m'a satisfait au fil des années, c'est de m'entendre dire, et ça pour moi c'est la plus belle récompense, de la part de lectrices, me disant qu'elles étaient venues aux bandes dessinées par les miennes. Donc pour moi c'est une jolie médaille. Faire ce type de bande dessinée qui ont prise avec l'actualité, l'histoire, en fait, ça s'est imposé un petit peu je dirais presque dès le départ, puisque mon premier album, c'est Casque d'or. Et Casque d'or est parti non pas de l'adaptation du film de Jacques Becker, mais plutôt d'un fait divers qui s'était déroulé dans le quartier de mon enfance, où il y avait déjà à l'époque des problèmes de sécurité, des problèmes de règlement de compte entre deux bandes rivales pour les beaux yeux et plutôt les cheveux de la belle. Donc ça a peut-être été aussi déterminant dans la mesure où j'ai reçu deux prix à Angoulême, l'un au début de l'album et l'autre à la fin, et où j'ai fait la rencontre de Pierre Christin, qui lui travaillait déjà avec Enki Bilal et Jean-Claude Mézières. Et Pierre était justement attiré par cet aspect un peu sociologique de la chose. Et puis c'est vrai que j'étais la seule à dessiner des personnages féminins qui soient des vraies femmes, c'est-à-dire qui ne soient pas des archétypes. Des femmes avec leur beauté mais leurs défauts également. Tout ce qu'on peut apporter dans le réalisme. Ce qui fait que Pierre assez naturellement m'a proposé, c'est dans un premier temps le personnage de la demoiselle de la Légion d'honneur. Et puis par la suite, évidemment, c'est très bien entendu avec Pierre, on a continué sur cette lancée avec la diva, avec Charlotte et Nancy, la voyageuse et ainsi de suite. Je suis de la génération Gutenberg. Moi, voilà, j'aime le papier, j'aime les livres, j'aime le papier, j'aime les crayons. Et puis il y a quelque chose qui est toujours de l'ordre de l'amusement, de penser que quand j'étais enfant, je dessinais avec du papier et des crayons. Et je continue de le faire à l'âge que j'ai, et j'en ai fait mon métier. Dans le cas de Félina, c'était un joyeux pastiche sur les feuilletons du début du siècle où on s'amusait à faire rebondir les histoires d'une manière second degré. Voilà. La rencontre avec Rodolphe remonte à l'époque de Pilote, période dans laquelle j'ai commencé, où il y avait René Goscinny qui était le rédacteur en chef du journal. Le journal était hebdomadaire à ce moment-là. Et puis il y avait tout un tas de jeunes dessinateurs dont je faisais partie, qui n'avaient pas envie de travailler spécifiquement pour les enfants, les adolescents. Mais j'ai eu le bonheur de travailler à ce moment-là dans cette équipe et de démarrer en même temps que Bilal, que Tardy, que les gens de cette génération. Quand on travaillait pour les journaux, on travaillait un peu en tant que journaliste. Quand on faisait des histoires courtes, on les faisait en fonction du journal, en fonction du format. Et donc j'ai fait avec Rodolphe une toute première histoire
de 4 pages, 6 pages, je ne sais plus. Et puis évidemment on a continué de se suivre au fil du temps, mais on n'avait jamais fait un véritable album ensemble. À partir de ce point de départ avec Marie-Antoinette, se dire oui mais d'accord, mais ce fantôme, alors pourquoi il hante-t-il encore le monde des années 30? Et bien naturellement il fallait trouver une raison à la chose que les lecteurs découvriront s'ils ont la patience de lire notre ouvrage. Exactement, on ne va pas tout dévoiler. Alors, une chose qui nous a marqué aussi, moi et le reste de l'équipe de la médiathèque, quand on a reçu vos planches, Marie-Antoinette et dans l'agence Hardy, c'est la qualité, la netteté et le peu de correction sur vos planches. Parce que ça, c'est vraiment le produit fini. Avant d'arriver à ça, je travaille beaucoup sur calque et je crayonne. Là, le calque, après je passe au propre sur les planches. Je crayonne évidemment sur les planches et puis après je passe, là en l'occurrence à l'encre de Chine, je laisse le noir et blanc. Pour là, ce sont des mises en couleur directes. Et effectivement, on ne peut pas avoir non plus beaucoup de repentir, notamment sur la couleur directe. Cette histoire a pour origine un fait divers qui s'est produit au début du XXe siècle de deux Anglaises qui se sont promenées dans le jardin de Trianon, dans le hameau de Marie-Antoinette, et qui au cours de cette promenade ont fait des rencontres assez surprenantes. Et de retour chez elles, en Angleterre, elles ont raconté chacune leur témoignage. Et de fil en aiguille, elles n'étaient pas du tout spécialistes du XVIIIe, c'est ça aussi qui rend leur témoignage intéressant. Par recoupement, elles sont quand même aperçues qu'il leur était arrivé certainement une rencontre dans l'espace-temps. D'ailleurs, elles ont publié deux livres, deux éditions, enfin une première édition et une édition améliorée au fil du temps, qui a beaucoup intéressé les surréalistes français. Vous déplacez beaucoup également sur les lieux quand vous avez besoin de prendre... Quand les lieux existent, oui. C'est aussi le plaisir de notre métier, c'est une sorte de mentir vrai. On travaille un petit peu comme des décorateurs de théâtre, on prend des éléments qu'on peut arranger par la suite. Sauf que nous, ça ne nous coûte rien, c'est crayon, papier. Apparemment, vous prenez plaisir à retrouver Pierre Christin sur cette série. Je travaille depuis longtemps avec lui, on a fait des choses très très différentes. On a fait aussi, je dirais, presque un des premiers romans graphiques qui était le Tango du disparu. On avait été à Buenos Aires, on avait passé 3 semaines à enquêter sur le tango, sur cette période aussi, puisqu'on y avait été à l'époque où c'était la première période démocratique après la dictature de Videla. D'une certaine manière, on travaille comme des éponges. On a besoin d'emmagasiner tout un tas d'informations pour les restituer avec le plus de fluidité possible. Alors justement, dans l'agence Hardy, on sent quand même l'importance du contexte historique, puisqu'on aborde, je situe, on est dans la période après l'après-guerre, jusque dans les années 60 pour le dernier tome, le tome 7. Et à travers cette série, on voit la mutation de la France, on voit la création de l'Europe, on voit la période de la guerre froide se monter. Je trouve que c'est très, très marquant dans la série et ça permet... Ça ancrait aussi l'histoire, évidemment dans le contexte parisien, mais aussi dans un contexte européen. Il y a une série qui me plaît beaucoup, qui est chez Glénat, qui était une fois en France. Voilà, ça c'est Frédéric Rich. Voilà, pour moi c'est aussi retrouver l'envie d'une vraie narration du feuilleton dans son
même si c'est au sens large, et puis même si on doit attendre d'album en album. Mais oui, c'est une série que je suis avec plaisir. Vous avez dit que vous aimiez beaucoup la série Une fois en France. Il y a des traits communs. Alors l'époque n'est pas exactement la même, mais elle n'est pas si éloignée que ça. Il y a des ressemblances. Oui, mais notamment avec la Diva et Kriegspiel. C'est quand on l'a fait, il n'y avait pas encore eu d'histoire qui parlait de cette période-là. Et puis ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est la complexité du personnage qui était Joanovici, donc juif, collabo, arriviste. Et je trouve que Nury fouille bien la psychologie du personnage. Il réussit à en faire quelqu'un qui est contradictoire, qui est réel, qui a de la chair. Je me suis aperçue aussi au fil du temps, alors dans certains cas on ne peut pas prendre de photos, maintenant les gens vous trouvent bizarre quand vous prenez des photos, alors que quand vous sortez votre petit carnet de croquis tout pourri avec votre petit crayon, personne ne vous dit rien. Et finalement, il est vrai que quand on dessine même maladroitement quelque chose, notamment une architecture, on va poser 3 lignes, la fenêtre, perspective, ainsi de suite, ligne de fuite. Mine de rien, on enregistre davantage le fait de dessiner. La main et le cerveau développent une mémoire qui n'est pas du tout celle de la photographie. La photographie, surtout avec le numérique, on peut multiplier les poses, on s'en fiche, on balance, il n'y a pas la même pérennité. Alors que le croquis, non. Le croquis, même s'il est rapide, on passe du temps. Et je vous dis encore une fois, ce qui est de très intéressant, c'est qu'il y a une mémoire du trait. Et avec ce croquis-là, même s'il est maladroit, quand on en a besoin pour la narration, pour l'histoire, on retrouve en quelque sorte les morceaux qui manquent. On peut retrouver la couleur, le moment venu, le moment où on l'a dessiné. Le coup de cœur que je pourrais avoir est par rapport non pas les personnages eux-mêmes, parce que j'aurais un peu tendance à dire comme une mère, j'aime tous mes enfants, mais j'ai beaucoup aimé dessiner la Sultane Blanche, parce qu'il y a cette ambiguïté aussi du personnage, on ne sait pas qui est qui, on ne saura jamais qui est la véritable Emma Pigotte. Le plaisir que j'ai pu avoir à dessiner certains albums avec Pierre, principalement la Diva et le Kriegspiel, parce que quand j'ai fait cet album, on n'avait pas encore parlé de la période de la collaboration et de l'occupation allemande. La Diva est condamnée à la fin de la guerre et sa carrière est brisée parce qu'elle est accusée de collaboration. C'est un peu Arletty d'ailleurs. Un peu Arletty, un peu Germaine Lubin, un petit peu Mireille Balin, ce qui est arrivé à toutes ces dames qui n'ont pas eu la prudence de Chanel, qui elle a fermé ses maisons de couture en 1939, est partie aux États-Unis et a voyagé entre les États-Unis et la Suisse et n'est revenue en France qu'en 1954. Donc soigneusement éviter les soucis. En ce qui concerne la mode, franchement, là je peux vous dire que l'univers de la bande dessinée il est très masculin. Je vois pas beaucoup de scénaristes qui s'intéressent au sens du tissu, à la qualité de la coupe, et ainsi de suite. Donc je me dis, bon, ma fille, il faut que tu t'y mettes. Voilà. Chanel, moi j'en ai par-dessus la tête, parce qu'on ne parle que de Chanel, il y a tout eu sur Chanel. En plus, si on regarde bien Chanel, c'est quand même une harpie, collabo, enfin bon, c'est vraiment une femme antipathique. Alors que Dior, lui aussi, a révolutionné la mode à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il se trouve en plus que, bon, c'est pas la vie de Christian Dior dans son ensemble, mais c'est le phénomène New Look qui s'est produit juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une révolution en son temps dans la silhouette féminine, avec tout ce que ça apporte de renouveau dans cette après-guerre qui était quand même assez déprimante. Il y avait encore des bons de rationnement, on se chauffait chichement, on mangeait mal et ainsi de suite. Et tout à coup, c'est la réémergence d'une certaine frivolité, d'une certaine beauté. Il a imposé tout à coup une silhouette qui était le retour à la féminité, à la grâce,
qui faisait cruellement défaut aux femmes pendant l'occupation. Alors les femmes compensaient en ayant des cheveux très spectaculaires, des grands turbans, des chaussures compensées, mais bon, schématiquement c'est un peu la mode Zazou, si ça vous dit quelque chose. C'était pas seulement la silhouette avec un buste et une taille étroite, mais aussi la longueur des robes et les jupes qui descendaient presque au mollet. Et les Américaines qui étaient beaucoup plus émancipées se sont liguées contre Dior en disant nous on veut pas de ces robes, on veut bien des robes mais juste en dessous du genou et pas revenir en arrière. Donc c'est amusant aussi de revenir sur ce thème-là parce qu'on s'aperçoit que la mode est tout à fait en prise avec la société et que c'est loin d'être aussi anodin qu'il y paraît. On sent que derrière Dior, il y a peut-être une préparation, quelque chose sur Chanel. Certainement pas. Tu me harpies, je ne parlerai jamais de Chanel. Puis en plus, on a tellement parlé de Chanel, il y a tout eu sur Chanel.